Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un composant essentiel du vin, et du vin rouge en particulier, les tanins, pour bien comprendre de quoi il s'agit et pourquoi c'est un élément clé dans le vin. Les tanins sont des substances produites par les plantes comme un mécanisme de défense et que l'on rencontre généralement dans les feuilles, dans l'écorce ou dans les racines de certains végétaux. C'est pour cette raison qu'on en rencontre dans le thé, le café, la bière ou évidemment dans le vin. Pour bien vous expliquer ce que sont les tanins aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une théière, d'un œuf et d'un morceau de fromage. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. En attendant, et pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer par un peu de science, et comme le sujet est assez complexe, les chimistes me pardonneront certains raccourcis. Les tanins font partie d'un groupe de substances plus large qu'on appelle les phénols, et qui se divisent en 4 familles. Tout d'abord, on trouve les anthocyanes, qui sont des pigments colorants qui vont du rouge au pourpre. Puis les flavones, qui sont des pigments qui vont du jaune au rouge orangé. Ensuite, viennent les acides phénols, qui nous intéressent pour le vin car ils sont une composante des tanins du bois et sont également responsables des arômes de vanille ou de cannelle. Et enfin, on trouve les tanins, des composés qui peuvent être pigmentés ou non et qui contribuent à la structure du vin avec l'alcool ou l'acidité entre autres. Ils aident à fixer la couleur en formant des chaînes de molécules qu'on appelle des polyphénols. Ils proviennent essentiellement de la peau et des pépins des raisins et mûrissent tout au long de l'année jusqu'au vendange pour atteindre ce qu'on appelle la maturité phénolique, c'est-à-dire la maturité des tanins et des arômes qui est différente de la maturité alcoolique qui correspond à la concentration de sucre dans les baies. À la vendange, les raisins sont mis en cuve pour commencer la fermentation qui consiste pour les levures présentes dans le mou à transformer le sucre des baies en alcool et en gaz carbonique. Le gaz pousse vers le haut de la cuve un chapeau formé des peaux, des pépins et de la pulpe des raisins qui macèrent pour donner au vin ses tanins et ses arômes. Pour favoriser cette extraction, on utilise deux techniques qu'on appelle le pigeage et le remontage. Comme je n'ai pas de cuverie à disposition pour vous montrer un aperçu de cette méthode en vrai, je vais essayer de vous en donner une idée autrement, et c'est ici que la théière va nous servir. La première technique est celle du pigeage, qui consiste à casser le chapeau et à le remuer pour favoriser l'extraction des tanins, comme je vous le montre ici avec un sachet de thé. Répandue de la Bourgogne au Portugal, elle est pratiquée au moyen d'une longue canne ou d'un bras mécanique, ou encore par des vendangeurs qui foulent le raisin au pied, et elle permet une oxygénation douce du mou en fermentation. La seconde méthode consiste à prélever du liquide au fond de la cuve et à le reverser sur le chapeau pour obtenir une meilleure extraction. C'est ce qu'on appelle le remontage. Typiquement utilisée à Bordeaux, elle permet également une oxygénation du mou qui convient bien à certains cépages comme le Cabernet Sauvignon. Comme le pigeage, elle peut être effectuée plusieurs fois par jour pendant la fermentation, et la fréquence de l'opération dépend du vigneron et du style de vin recherché. Ensuite, le vin entre dans une phase d'élevage, où il est soumis à un contact limité avec l'oxygène. Traditionnellement, on choisit le bois car il permet une micro-oxygénation du vin, mais on peut aussi utiliser d'autres matériaux, comme la céramique ou le béton par exemple. Quand il est neuf, le bois apporte également des tanins, et les essences les plus couramment utilisées sont le chêne bien sûr, mais aussi le châtaignier ou l'acacia. L'oxygène entraîne l'agrégation des tanins en particules plus grosses par un processus qu'on appelle la polymérisation et qui permet notamment de fixer et de stabiliser la couleur des vins rouges. Les tanins ont également la propriété de réagir avec les protéines pour les faire précipiter. On utilise la technique du collage pour éliminer l'excès de matière en suspension dans les barriques. Une colle, c'est un produit qui lie des substances par contact. Et pour le vin, on va donc utiliser des protéines soit d'origine animale comme l'albumine du blanc d'œuf, soit d'origine végétale comme des protéines de blé, notamment pour faire du vin vegan. Mettre du blanc d'œuf dans les barriques pour clarifier le vin, ça peut sembler un peu surprenant. Et pourtant, ce procédé est semblable à celui qu'utilisent tous les chefs pour clarifier un bouillon et obtenir un consommé limpide. Pour le vin, on sépare ensuite le liquide de ses impuretés tombées au fond de la barrique par un soutirage et il poursuit son vieillissement jusqu'à la mise en bouteille. C'est cette capacité des tanins à réagir avec les protéines qui va déterminer la texture qu'on ressent en bouche à la dégustation. On voit ça ensemble. On a vu que les tanins s'agglomèrent au fil du temps pour former des particules de plus en plus grandes. Au cours du vieillissement en bouteille, ce processus se poursuit et amène la formation des sédiments qu'on trouve au fond des vieux millésimes. Cette polymérisation a un effet positif car les particules les plus fines donnent une sensation amère et astringente, alors que les plus grandes procurent une texture plus soyeuse et veloutée. C'est pour ça qu'on dit que les tanins s'assouplissent avec le temps.
Pourquoi? Parce que les plus grosses particules réagissent avec les protéines de notre salive et donnent cet effet de texture. Le caractère tannique d'un vin dépend donc de la quantité, mais aussi du grain des tanins. Et on se réfère ici à la sensation en bouche. Alors comment on en parle? Avec des mots simples, des images, pour illustrer ce que l'on ressent. S'il s'agit d'un caractère végétal un peu rêche, on parlera de tanin vert. Pour une astringence marquée, on parlera de tanin rugueux ou rustique. Et si l'on perçoit beaucoup de tanins mais à la texture fine, on évoquera une structure ferme et des tanins poudrés ou polis. Enfin, pour décrire une sensation très douce en bouche, les tanins seront soyeux ou veloutés. Maintenant qu'on a bien compris ce que sont les tanins et comment ils participent à la texture du vin, place à une petite dégustation en mode question-réponse pour laquelle j'ai choisi 4 vins très différents les uns des autres. Tout d'abord, est-ce que les vins les plus tanniques sont les plus colorés et inversement? Pour répondre à cette question, j'ai préparé 3 verres de 3 crus différents. Le moins tannique des 3 est un pinot noir de Bourgogne, un Morey Saint-Denis du domaine Odule-Coca. Ensuite vient un Tannat de Madiran du château Bouscassé. Et enfin, le plus tannique des 3 vins est un Nebbiolo de Barbaresco de la cave des producteurs, mais c'est aussi, comme vous le voyez, le plus léger en couleur. Généralement, les vins les plus colorés sont aussi les plus tanniques, mais j'ai choisi ici un des quelques contre-exemples d'un vin pauvre en couleur, mais très riche en tanins. A noter qu'il existe aussi de rares cépages très colorés, mais pauvres en tanins, comme le Dolcetto par exemple. Ici, le Morey Saint-Denis présente des tanins plutôt extraits, mais assez veloutés, alors que le Madiran propose une structure charpentée et des tanins argileux. Le Barbaresco, quant à lui, possède une grosse structure et des tanins sableux qui lui donnent un côté un peu sec. Pourquoi accorde-t-on les vins rouges tanniques avec de la viande rouge? Rien à voir avec la couleur. Encore une fois, c'est à cause de cette relation tanin-protéine qui nous donne la sensation moelleuse à la dégustation. A l'inverse, les tanins n'aiment pas trop le gras, qui fait ressortir une sensation plutôt âpre, voire même métallique. C'est pourquoi les vins rouges tanniques ne fonctionnent pas sur les poissons et que, contrairement à une idée largement répandue, ils s'accordent assez mal avec la plupart des fromages. Donc on oublie l'accord vin rouge camembert, et pour aller avec un fromage comme cette abondance par exemple, on choisit un vin blanc, local de préférence, un vin doux, ou même une bulle, de champagne ou d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des tanins dans le vin blanc? Généralement non. La peau des raisins blancs est moins riche en tanins que celle des rouges, et on ne la conserve pas durant la vinification. Donc, il n'y a quasiment pas de tanins dans les vins blancs. Il y a une exception cependant. Des raisins blancs qu'on vinifie comme des rouges, avec une macération sur peau, qui donne des vins légèrement tanniques. C'est ce qu'on appelle les vins oranges. C'est une spécialité ancestrale en Géorgie, et dont on trouve aujourd'hui des exemples en France, en Italie ou en Slovénie, comme cette Riboya Opoka de Marian Simčić. C'est un vin qui nous vient de la région de Berda, à la frontière italienne, et élaboré à partir d'un cépage local, la Ribolla Gialla, qu'on vinifie en gardant les peaux pour obtenir un vin à la robe dorée orangée, légèrement âpre en bouche, avec des tanins poudrés et des notes d'abricot et d'amande qui ira très bien avec mon abondance de tout à l'heure. Les tanins sont-ils bons pour la santé? Ce sont bien des antioxydants dont les effets positifs sur la santé sont démontrés. Cela dit, le vin contient de l'alcool, dont l'abus est dangereux pour la santé, il est donc à consommer avec modération. Et si vous voulez faire le plein d'antioxydants, je vous conseille plutôt les fruits ou les légumes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez plus à l'aise pour parler des tanins lors de votre prochaine dégustation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.